Bien, quelques mots d'introduction pour la 4e et la 5e leçon qui forment un tout. Je rappelle le trajet général de mon entreprise, un parcours, comme j'ai appelé, entre deux pôles. Le premier pôle, logique, sémiotique, de l'acte de reconnaître quelque chose ou quelqu'un. Bon. Un acte de jugement, un acte de synthèse, et nous l'avions placé sous le titre de la recognition, qui est pour Kant est l'acte même de la synthèse. La synthèse du jugement, c'est une recognition parce que on parcourt le temps, on se souvient du passage successif de la réalité et on la rassemble dans un acte totalisant qui est donc la recognition, la reconnaissance. Alors ça, c'était le premier pôle où le sujet de l'acte a la maîtrise de l'opération. C'est moi qui reconnais. Mais dès ce premier pôle, nous avions vu les ombres, la possibilité d'échouer. Et d'abord, de la façon la plus insensible, le temps que prend l'acte même de reconnaissance. Il n'est pas simplement une reprise du temps antérieur, mais il est lui-même un mouvement dans le temps, marqué en particulier par l'hésitation. Et cet acte de reconnaissance a donc un caractère de retard et donc d'après-coup. C'est tout compte fait, réflexion faite, je reconnais que. Alors, il y a donc une structure comment dirais-je, de procrastination, de retardement de l'opération qui est la place même de l'échec. Et à l'autre pôle, nous avons au verbe passif l'être reconnu et le souhait, la demande d'être reconnu. Alors, comment sommes-nous passés d'un pôle à l'autre ? D'abord, en marquant la grande différence entre reconnaître une personne et reconnaître une chose. La reconnaissance d'une chose ne comporte rien d'absolument dramatique, sauf si c'est un objet familier qui nous devient tout d'un coup étranger, voire hostile, mais c'est parce qu'il fait partie justement de l'environnement humain, du paysage humain, de l'expérience d'un monde habité. Et c'est dans un monde habité que les choses peuvent devenir étranges, voire inquiétantes. Et ce qui est finalement inquiétant, c'est la personne dans l'acte de la reconnaître. Et j'avais terminé cette première enquête par l'évocation de Proust et le dîner de la fin du livre du temps retrouvé, où tout le monde a tellement vieilli que tout le monde est devenu méconnaissable. Alors, le méconnaissable, ça, c'est une des possibilités de la reconnaissance de l'homme. Et alors, ce méconnaissable, lorsqu'il devient réfléchi, devient le problème de l'oubli, qui est donc sur le trajet de la mémoire de soi-même, et c'était notre deuxième étape, la reconnaissance de soi-même dans la lutte contre l'oubli, contre essentiellement l'effacement des traces. Et c'était donc sur ce trajet de la reconnaissance de l'oubli, de la reconnaissance de soi, que nous avions opéré hier le renversement. Lorsque je passe de la reconnaissance de moi-même à la demande d'être reconnu, et j'y passe par cet acte intermédiaire que je vais appeler l'acte de se faire reconnaître. Se faire reconnaître. Et l'exemple admirable que j'avais proposé, donc hier, c'était Ulysse au retour qui se fait reconnaître à la marque de la cicatrice.
Il y a donc, là, il y a toujours, on peut dire, le négatif, la cicatrice sur le chemin. Mais aussi, nous avions vu qu'il y avait la ruse, le déguisement, le masque, et donc toutes les formes du délai de la reconnaissance, et donc de nouveau la méconnaissance par autrui. Et c'est donc aujourd'hui que nous allons considérer alors le chemin long de la reconnaissance à travers des institutions. Et donc il est bien évident que le pôle vers lequel nous orientons, c'est le fameux concept hegelien de l'Anerkennung, donc la reconnaissance institutionnelle. La reconnaissance institutionnelle. Du point de vue de cette voie longue, la voie que nous avons prise hier était une voie courte, puisque c'était une voie du vis-à-vis, du face-à-face. L'élément institutionnel dans l'analyse d'hier était un facteur d'institution faible, puisque dans la reconnaissance par Ulysse, reconnaissance d'Ulysse par les siens, le cadre institutionnel, c'est la maison, la maisonnée, le loikos grec, et qui comporte donc la propriété, les familiers, les ennemis aussi, les prétendants, et l'épouse. Et donc, c'était dans ce petit monde de loikos grec que se déroulait le drame de la reconnaissance. Mais drame qui n'avait pas sa dialectique, puisque nous avions remarqué que le prix de la reconnaissance, c'est le prix du sang, puisque c'est le massacre des prétendants. Et le récit de l'Odyssée ne propose aucune dialectique entre le grand massacre des prétendants et la reconnaissance par les familiers et finalement par le fils, l'épouse et le père. Et c'était aussi, dans le deuxième exemple que j'avais proposé hier, un vide institutionnel qui permettait la grande tragédie élisabéthaine du roi Lear, où nous assistons à la fois à la destruction de la propriété partagée, la destruction du rapport de filiation, puisque les deux filles deviennent les ennemies, et celle qui aime vraiment est traitée comme l'ennemi. Et donc, la destruction du rapport de possession, du rapport de famille et du pouvoir, puisque le roi devient fou. Et le roi fou, et c'est le roi, comme le dirait Pascal, c'est le roi déshérité, qui s'est auto-déshérité par la folie, comme il a déshérité sa fille. Alors, c'était dans ce vide institutionnel que j'avais fait la proposition, que je dois d'ailleurs à d'autres critiques, en particulier de langue anglaise, que le roi Lear est une sorte de fable sur le grand Léviathan, sur le Léviathan de Hobbes, puisque la destruction institutionnelle crée le court-circuit, le vis-à-vis de la méconnaissance. Alors, l'hypothèse de travail des leçons 4 et 5 est la suivante, à savoir que les avancées de la compréhension de soi sont corrélatives à la reconnaissance par autrui. Qu'il y a donc entre réflexivité pour soi et mutualité l'un par l'autre, une liaison dialectique qui donc manquait à la retour d'Ulysse. Alors voici les arguments que j'ai proposés dans la
l'introduction que je vous ai fait distribuer sur l'hypothèse de travail des leçons 4 et 5. D'abord que tous les stades antérieurs comportaient une dimension dialogale non reconnue. Peut-on reconnaître seul quelque chose ou quelqu'un? Nous avons toujours besoin d'avoir une corroboration, une confortation dans l'acte. Je reconnais, mais toi aussi tu reconnais. Et c'est parce que toi aussi tu reconnais que je reconnais. Et donc la reconnaissance de quelque chose ou de quelqu'un est de façon muette un acte pluriel. C'est nous reconnaissons. Mais ce nous, en quelque sorte, n'est pas explicité. Même question à propos de se reconnaître soi-même. Est-ce possible sans la dimension dialogale? Dans le travail que j'ai fait sur la mémoire, j'ai proposé de dire qu'on ne peut pas s'attribuer à soi-même un souvenir si on ne peut pas l'attribuer aussi à quelqu'un d'autre. J'ai proposé une théorie multiple d'attribution. Attribution à soi, mais attribution aux proches, attribution au collectif, et donc attribution multiple. Et c'est sur le trajet de l'attribution multiple que j'ai une attribution à moi-même sous la forme d'une appropriation. Et l'acte du mine own de Locke suppose que je fais la même opération pour les autres. J'ai adopté ici la thèse de plusieurs philosophes analytiques que je ne peux pas m'attribuer à moi-même un acte mental si je ne l'attribue pas à d'autres en même temps. Un acte serait self-ascribable, comme il a été dit, parce qu'il est other-ascribable, parce qu'il est attribuable à d'autres. Et donc la corrélation d'attribution à soi et d'attribution à autre est une corroboration forte du sens même de l'acte attribué. Donc alors très concrètement, là c'est mon argument analytique est peut-être abstrait, mais je veux dire que l'identité personnelle se fait toujours aussi par comparaison. C'est en me comparant à d'autres que je suis celui que être soi-même, c'est ne pas être un autre. Et donc le ne pas être un autre fait partie du sens de être soi. Même dans l'argument de Locke, n'est-ce pas, c'est que l'identique, c'est être identique à soi-même et pas un autre. Donc, et pas un autre est un clin d'œil à l'autre. Il y a donc une sorte de présentation latérale d'une altérité dans la simple appropriation. Enfin, inutile d'insister sur se faire reconnaître par un autre. Les marques de la reconnaissance sont lues par un autre. La cicatrice est lue par la vieille servante, etc. Il n'y a que le chien qui, lui, n'a pas besoin de marque. Il reconnaît son maître directement. Mais tous les autres reconnaissent par une marque, et une marque donc déchiffrée par un autre. Comme je dis, les marques sont pour autrui et par autrui. Le deuxième argument, donc mon premier argument, c'est que il y avait déjà une dimension dialogale dans les opérations semble-t-il, monologale de reconnaître quelque chose ou quelqu'un, se reconnaître soi-même ou se faire reconnaître. Deuxième argument, c'est que la demande de reconnaissance est d'abord motivée par des sentiments négatifs. C'est l'expérience du mépris. Du mépris. Qui me paraît être tout à fait centrale, et je voudrais montrer tout à l'heure que la guerre de tous contre tous, d'après Hobbes, c'est le règne du mépris.
C'est-à-dire, le mépris, c'est ne pas être reconnu pour qui je suis. Et donc, c'est d'abord dans le déni de reconnaissance que j'éprouve comme un manque de reconnaissance. La reconnaissance est d'abord son propre manque. On peut donner d'autres noms à ce sentiment négatif, comme l'humiliation. L'humiliation. Je pense que là, les analyses de Lévinas seraient très utiles. L'idée qu'il y a comme une hauteur du visage et que dans l'humiliation, on est rabaissé. C'est-à-dire qu'on est traité, comme on dit, plus bas que terre. Hein. C'est-à-dire que la verticalité du visage est liée. Le mot d'ailleurs humiliation, ça veut dire humilis, c'est ce qui est la terre. Humilis, c'est le bas. C'est le bas. Et donc, il y a une sorte de hauteur signifiée par le visage qui est niée. Et donc, on peut dire que ce qui est grand est traité petit. Le grand est traité petit. Et donc, tout être soi est une grandeur. Et donc, l'humiliation, c'est donc le rendre petit du grand. Alors, c'était donc mon deuxième argument, c'est que la demande de reconnaissance est reconnue, c'est le cas de le dire, elle-même, par sa force négative, le mépris, le déni de reconnaissance, l'humiliation. Et alors, ma troisième hypothèse de travail, le troisième argument de mon hypothèse de travail, c'est que il faut des médiations institutionnelles pour conduire de la non-reconnaissance à la reconnaissance. Si c'est vrai que c'est toujours par un autre et par les autres que nous sommes reconnus, cela se fait par des institutions. Et ici, je prends le mot institution au sens le plus large, que je partage tout à fait avec Hannah Arendt, c'est le cadre interhumain qui donne la durée au rapport humain. Il y a un temps de l'institution. Les institutions durent plus longtemps que nous. Que ce soit l'institution familiale, que ce soit les institutions sociales, économiques, politiques, etc. Il y a donc un temps de l'institution, qui est donc le temps plus long qu'une vie humaine. Et j'adopte tout à fait l'idée de Hannah Arendt que pour un être qui est mortel, donc qui n'a pas l'immortalité temporelle, la figure d'immortalité, la seule figure d'immortalité dont nous disposons, c'est l'institution. Puisque le propre de l'institution, c'est de ne pas vouloir mourir. Le ne pas vouloir mourir opposé au pouvoir et devoir mourir de l'individu. Alors, en disant que la dimension institutionnelle est fondamentale au processus de la reconnaissance, c'est traiter le problème de la reconnaissance comme un problème politique. La reconnaissance, donc, thème de la philosophie politique. Et c'est ce qui sera opéré, comme j'essaie de le montrer demain, par Hegel dans les grands textes de 1802, 1904, 6 de Iéna, la période qu'on appelle, après Francfort, la période Iéna, avec au centre le fameux texte sur la réelle philosophie de Iéna. Et donc qui a pour thème essentiellement la lutte pour la reconnaissance. Donc mon trajet aujourd'hui va être de la naissance de la philosophie politique avec Hobbes
à travers quelques concepts de la philosophie du droit naturel jusqu'au seuil de la philosophie hegelienne de la reconnaissance, au seuil, disons, fichteen du problème, avec le fameux grand texte de Fichte sur le droit naturel et le soi absolu. Alors j'ai proposé donc de partir de Hobbes parce que le concept de la guerre de tous contre tous me paraît être l'hypothèse négative de la non-reconnaissance originaire, une sorte de non-reconnaissance originaire, de déni de reconnaissance comme constitutive. Alors, je voudrais bien insister sur le statut du texte, le Léviathan, n'est-ce pas, dont j'ai apporté ici une excellente traduction française. Là, j'ai pris la plus récente, je crois qu'elle est de l'an dernier, par Gérard Méret. Parce que ce n'est pas une phénoménologie. Ce n'est pas du tout une phénoménologie comme quand je parle du mépris, de l'humiliation, du déni de reconnaissance que nous pouvons observer en nous-mêmes et autour de nous-mêmes. C'est une expérience de pensée. C'est une pure construction, une expérience de pensée, qui consiste à dire ceci: si on met entre parenthèses, si on met, comme dirait Rawls, sous un voile d'ignorance, tout ce que nous devons aux politiques, aux institutions, que reste-t-il? Appelons état de nature un état de l'homme où il n'y a pas d'institution. Alors la question se pose, comment le savons-nous? Comment le savons-nous? Ça, c'est tout le problème posé par le Léviathan dans la première partie, les 12 premiers chapitres de l'homme, qui sont d'ailleurs le résumé qu'un ouvrage plus long qui s'appelle De Homine, qui est donc de l'homme, et qui est donc la construction de l'homme comme un objet géométrique. Et c'est donc une construction de l'atome humain dans sa structure purement matérielle et organique, avec une seule exception à la naturalité, ce qui est très important, la raison. Donc c'est un atome raisonnable, un atome raisonnable. Et le problème posé dans l'introduction, c'est de savoir comment la nature peut être imitée par un art, par une fabrication, par un artifice qui est la construction d'un homme artificiel. Je lis les premières lignes de l'introduction. La nature, qui est l'art pratiqué par Dieu pour fabriquer le monde et le gouverner, est imitée par l'art de l'homme, qui peut, ici comme en beaucoup d'autres domaines, fabriquer un animal artificiel. Puisqu'en effet, la vie n'est qu'un mouvement des membres, dont l'origine est dans quelques parties internes, pourquoi ne pourrait-on dire que tous les automates ont une vie artificielle? Car qu'est-ce que le cœur, sinon un ressort? Les nerfs, sinon autant de courroies? Les articulations, autant de roues? Toutes choses qui, selon l'intention de l'artisan, impriment le mouvement à tout le corps. Mais l'art va plus loin en imitant l'œuvre raisonnable et la plus excellente de la nature, l'homme. C'est l'art, en effet, qui crée ce grand Léviathan. Donc le mot Léviathan, alors vous connaissez sans doute l'origine du mot.
Léviathan, c'est dans la Bible, dans le livre de Job, au chapitre 41, au moment où Yahvé interpelle Job, tu te plains, tu as raison de te plaindre, tu as raison contre les ennemis, mais aurais-tu pu créer le grand Léviathan? Le Béhémoth et le Léviathan, qui sont donc deux monstres, qui sont pris comme le caractère disproportionné de la nature par rapport à l'homme. Tu te trouves en face de la disproportion, aurais-tu, toi, pu produire cette énormité? Cette énormité, donc, ce sont deux monstres légendaires, des dragons, je ne sais pas, ou des hippopotames, il y a toutes sortes d'interprétations sur le crocodile peut-être, ou, bon, le Léviathan et le Béhémoth. Et donc, le mot Léviathan, qui n'a qu'un seul emploi dans la Bible, qui est celui-là, au chapitre 41 du livre de Job, est la figuration du monstre. Alors l'idée de monstrueuse, peut-être, je ne sais pas, de Hobbes, c'est de dire, mais le politique, c'est l'art humain de fabriquer un homme artificiel. C'est l'art, en effet, qui crée ce grand Léviathan, appelé République ou État, civitas en latin, qui n'est autre chose qu'un homme artificiel, quoique de stature et de force plus grande que celle de l'homme naturel, pour la défense et la protection duquel il a été conçu. Alors, en lui, la souveraineté est une âme artificielle, les magistrats sont des articulations artificielles, la récompense et le châtiment sont des grands artifices, etc. Pour décrire la nature de cet homme artificiel, je considérerai premièrement sa matière et son artisan, qui sont l'homme, c'est donc les 13 premiers chapitres, les 12 premiers chapitres du Léviathan. Deuxièmement, comment et selon quelles conditions il est fabriqué, quels sont les droits et justes puissances ou pouvoirs d'un souverain, c'est donc le chapitre 13 à 17 que nous allons examiner. Troisièmement, ce qu'un État chrétien, et bon, personne ne lit plus cette partie-là, qui est la partie en réalité la plus longue du livre. Enfin, ce qu'est le royaume des ténèbres, et qui occupe encore 200 pages. Mais nous avons l'habitude de lire uniquement un petit chapitre, le chapitre 13, sur l'état de nature. Mais j'ai voulu redire quel était le projet. Le projet, c'était donc la construction par un être matériel, mais raisonnable, d'un être artificiel qui est l'État. C'est donc l'artifice du politique, ou le politique comme artifice. C'est-à-dire comme grande fiction mécanique. Alors, nous allons nous porter directement au chapitre 13, qui est exactement celui qui nous intéresse pour notre recherche, qui est intitulé « De la condition du genre humain à l'état de nature concernant sa félicité et sa misère ». Donc, je le répète, l'état de nature n'est pas une donnée. Ce n'est pas une donnée empirique, ce n'est pas une donnée phénoménologique, nous dirions aujourd'hui, c'est l'artifice de Hobbes. Je veux dire qu'il construit pièce par pièce les conditions de la... je parcours, n'est-ce pas, de la sensation, de l'imagination, de la suite des images, de la parole, de la raison, des passions, des vertus intellectuelles, et puis finalement de la puissance, power, de la puissance. Mais si donc nous n'avons
pas d'expérience de l'état de nature, nous avons des indices négatifs toutes les fois que un état se décompose. Dans une espèce de brèche et de fracture, nous pouvons apparaître comme le dessous, comme si dans une coupe verticale de toutes les épaisseurs de l'expérience humaine, on découvrait comme l'abîme du dessous. Et dans cet abîme du dessous, il est comme aperçu dans toutes les éclipses du politique. Que l'éclipse du politique serait comme un révélateur du pré-politique, du non-politique. Et c'est là que vient alors mon hypothèse d'hier. Est-ce que la tragédie élisabéthaine n'est pas une sorte de grande fiction qui, à la faveur de l'autodestruction du politique dans la guerre civile, donc expérience historique, mais expérience aussi de pensée. Supposons donc un roi qui est déchu, un roi qui perd son royaume, un père qui perd ses filles, etc., un ami qui perd ses amis. Qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, l'état de guerre. Alors, il est très intéressant de voir que Hobbes appelle guerre un état qui est d'avant l'état, un état de choses qui est avant toute espèce d'état, mais qui porte le nom de la destruction de l'état, qui est la guerre. C'est-à-dire que pour pouvoir nommer cet état de nature, il fallait se servir de l'éclipse du politique, qui est la guerre. Et alors, nous allons voir comment, au cours du chapitre 3, du chapitre 13, l'état de nature est nommé guerre. Et nommé guerre. Alors, je vais proposer quelques citations que j'ai choisies en vue de cette présentation. Du chapitre 13, donc. La nature a fait les humains si égaux quant aux facultés du corps et de l'esprit, la rationalité, que bien qu'il soit possible parfois d'en trouver un dont il est manifeste qu'il a plus de force dans le corps ou de rapidité d'esprit qu'un autre, il n'en reste pas moins que la différence est nulle. Et en effet, tous les hommes sont semblables par trois passions. Et c'est l'égalité de ces trois passions qui fait la condition de primitive. Je lis. L'égalité des aptitudes engendre l'égalité dans l'espérance que nous avons de parvenir à nos fins. Et donc, si deux humains désirent la même chose, dont ils ne peuvent cependant jouir, et l'un et l'autre, ils deviennent ennemis. Et pour parvenir à leur fin, ils s'efforcent de s'éliminer ou de s'assujettir l'un à l'autre. Ah donc, voilà, l'hypothèse, c'est que dans un état de rareté, deux êtres qui sont égaux en aptitude sont ennemis. Donc, il y a un lien entre l'égalité d'aptitude, rareté des objets à posséder et inimitié. Donc, si deux humains désirent la même chose, dont ils ne peuvent cependant jouir l'un et l'autre, ils deviennent ennemis. Donc, le mot ennemi est introduit avant le mot guerre. Donc, c'est l'inimitié originaire. L'inimitié originaire. Mais vous voyez que c'est lié à une hypothèse qui n'est reprise que par certains modernes, à propos comme dans la violence et le sacré, j'entends plus son nom, oui, la violence et le sacré, oui, sur le bouc émissaire, que quand c'est René Girard. René Girard, n'est-ce pas, toute la pensée de René Girard est née ici. Que deux humains également doués poursuivent la même chose, mais alors ils sont ennemis l'un l'autre.
Et tout leur effort sera donc pour les dépouiller. Donc voilà donc une première passion qui est la compétition. La compétition. Deuxième passion, comme l'un ne peut posséder que si l'autre ne possède pas, alors il va n'avoir aucune espèce de confiance dans le respect que l'autre va avoir de ma propre vie. L'autre est celui qui peut me tuer. L'autre, c'est celui qui peut me tuer. Et donc, la peur de la mort violente est constitutive du désir de posséder. Et Hobbes appelle diffidence, ce rapport de méfiance, la méfiance fondamentale. Et j'ai voulu donc dire que le négatif de la reconnaissance, c'est la diffidence. La diffidence. À cause de cette défiance de l'un envers l'autre, un homme n'a pas d'autre moyen aussi raisonnable que l'anticipation pour se mettre en sécurité, autrement dit, se rendre maître par la force et les ruses de la personne du plus grand nombre possible de gens. D'où alors la troisième passion, qui est de préserver sa réputation aux yeux de tout autre. Et c'est ce qu'il appelle donc l'évaluation par soi de sa grandeur ou la gloire, glory. Car chacun cherche à s'assurer qu'il est évalué par son voisin au même prix qu'il s'évalue lui-même. Et à tout signe de mépris, etc. Et donc, je résume ce premier paragraphe, en sorte qu'on trouve dans la nature humaine 3 causes principales de conflit. Premièrement, la compétition. Deuxièmement, la défiance. Troisièmement, la gloire. Eh bien, c'est cela que Hegel appelle la guerre. En effet, la guerre ne consiste pas seulement dans la bataille ou dans l'acte de combattre, mais dans cet espace de temps pendant lequel la volonté d'en découdre par un combat est insuffisamment connue. Et donc la notion de temps doit être prise en compte dans la nature de la guerre, comme c'est le cas dans la nature du temps qu'il fait. Donc la nature, il se trouve qu'en anglais, n'est-ce pas, c'est en latin, je veux dire, tempora, c'est le même mot pour le weather, le temps qu'il fait, et puis le temps qui passe. Et alors, tempora, o tempora o mores, je crois que c'est la grande plainte de Horace, n'est-ce pas? Alors, je voudrais m'arrêter ici sur la faille, si vous voulez, du raisonnement, je veux dire la faille. Oui, bien sûr, la faille, c'est que on est obligé de se donner un élément d'espérance, à savoir la paix. Car on ne peut pas définir la guerre autrement que comme le souhait de la paix. Il y a donc dans la guerre de tous contre tous, il y a un élément résiduel, non construit en quelque sorte, qui est la paix. Je lis ce texte pour ne pas être accusé de gagner trop facilement contre Hobbes. Personne n'a gagné facilement contre Hobbes. De même que la nature du mauvais temps ne consiste pas en une ou deux averses, mais en une tendance au mauvais temps qui s'étale sur plusieurs jours. On a vu ça tout cet hiver. De même, en ce qui concerne la nature de la guerre, celle-ci ne consiste pas en une bataille effective, mais en la disposition reconnue au combat pendant tout le temps qu'il n'y a pas d'assurance du contraire. Tout autre temps est la paix. Donc, on ne parle du mauvais temps qu'à partir du beau temps, c'est-à-dire la paix. Tout autre temps est la paix. Non. Alors, je voudrais maintenant montrer une deuxième étape du raisonnement de Hobbes, c'est que comment va-t-on sortir de l'état de guerre avec la seule réserve au fond, du regret de la paix ou du souhait de la paix.
Alors le chapitre 14 est intitulé « Des lois naturelles et des contrats ». Et des contrats. Si j'insiste sur ce chapitre 14, c'est parce que presque toujours dans les discussions qu'on fait sur Hobbes, on ne lit que le chapitre 13. On dit l'état de nature, bon c'est épouvantable, comment est-ce qu'on en sort? Et est-ce que donc on fait on saute directement dans la fabrication du Léviathan? Qu'est-ce qu'il y a entre l'état de guerre et le Léviathan? Mais vous avez 5 chapitres, 14, 15, 16, et ce n'est qu'au chapitre 17, intitulé la génération de l'État. Donc nous avons un grand espace parcouru ici, dans les chapitres 14, 15 et 16, et qui mettent en place les moyens de sortir de l'état de nature. Et le moyen principal, c'est la capacité de contracter, de faire des contrats. Alors, il est tout à fait significatif que Hobbes met du côté encore de la nature le contrat, parce que dans la nature, il n'y a pas simplement un état, qui est la guerre, mais il y a des lois. Vous voyez, il faut bien distinguer le titre du chapitre 13 de la condition du genre humain, donc l'état de nature, et les lois naturelles. Donc il n'y a pas de répétition, de redondance entre état de nature et loi naturelle. Alors c'est là que Hobbes rencontre son prédécesseur, dont je vais parler dans un moment, pour le remettre dans une autre série, Grotius. Grotius, qui avait écrit justement un livre sur la guerre et la paix. De la guerre et la paix, qui est donc écrit avant le Léviathan, et qui définit par là le sujet du droit, dans le jus naturale. Et donc, Hobbes est obligé de donner sa propre version du droit naturel, du jus naturale. Je lis le début du chapitre 14. Le droit de nature, que les écrivains politiques appellent communément jus naturale, c'est Grotius avant lui. Et la liberté que chacun a d'user de sa propre puissance, comme il le veut lui-même, pour la préservation de sa propre nature, autrement dit de sa propre vie, et par conséquent de faire, selon son jugement et sa raison propre, tout ce qu'il conviendra être le meilleur moyen adapté à cette fin. Autrement dit, quelles ressources y a-t-il dans l'état de nature pour ne pas être tué? Comment échapper à la mort violente? Et la seule façon d'échapper à la mort violente, c'est que chacun renonce au droit de tuer l'autre. C'est donc un renoncement. Abandonner son droit. Abandonner le droit que l'on a sur quelque chose, c'est se défaire de la liberté que l'on a d'empêcher un autre de profiter du droit qui est le sien sur cette même chose. Donc, vous voyez qu'en fait, Hobbes est un penseur extrêmement rusé parce qu'il s'est donné la porte de sortie, si on peut dire. Et la porte de sortie, c'est que j'ai le droit de tuer l'autre, mais je peux y renoncer. Mais si l'autre renonce en même temps que moi, alors on peut s'entendre. Et c'est donc l'accord entre deux renonciations. Alors, je lis la suite. Un droit est abandonné soit par un simple renoncement, soit par transfert à un autre. Transfert à un autre. Il y a renoncement simple, quand on ne s'intéresse pas de savoir qui en tirera un bénéfice. Il y a transfert, quand l'intention
et qu'une ou des personnes déterminées en tireront un bénéfice. Lorsque l'une autre de ces deux façons, on a abandonné ou donné son droit à un autre, on dit qu'on est obligé ou contraint de ne pas empêcher ceux à qui un tel droit a été donné ou abandonné d'en tirer un bénéfice. Eh bien, c'est la naissance du contrat. Le transfert, je lis, dans la suite du paragraphe 14, le transfert mutuel du droit est ce qu'on nomme contrat. Par conséquent, vous voyez, la situation n'est pas désespérée. La situation n'est pas désespérée puisque dans la peur de la mort violente, qui me donne le droit de tuer n'importe qui, n'importe comment, la seule façon de ne pas être tué moi-même, c'est de renoncer à tuer. C'est-à-dire de ne pas d'abandonner une partie de mon droit, et bien plus de le transférer sur un autre, de lui dire ce que je ne peux pas faire, toi tu peux le faire. Alors, je m'arrête ici sur ce chapitre 14, sur le transfert de du droit, qui permet un corollaire, qui est la possibilité de sanctionner par la parole le transfert. Est-ce que c'est ce qu'il appelle un serment? Le serment. Donc, état guerre de tous contre tous, abandon d'une partie de mon droit, transfert sur l'autre de mon droit, contrat et confirmation par la puissance de la parole de ce pouvoir contracté qui est le serment. Alors c'est au chapitre 15 que nous avons une page admirable sur le serment. Je voudrais lire ce passage sur le serment. Je ne retrouve plus le passage exactement. Il y a tellement de pages et de pages. C'est peut-être. Eh bien, peu importe. L'étape suivante, consiste à réfléchir sur la sorte de pouvoir que j'exerce par le serment. Et c'est la découverte d'être l'auteur. C'est le chapitre 16 qui est intitulé « Des personnes auteurs et des choses personnifiées ». Avant donc qu'il y ait le grand Léviathan, avant qu'il y ait l'État, il y a la possibilité de s'attribuer à soi-même la capacité du serment. Et c'est donc la notion de personne qui donc précède l'État. Je lis au paragraphe 16. « Une personne est celui dont les mots et les actions sont considérés soit comme étant les siens propres, soit en ce qu'ils représentent les mots et les actions d'un autre, ou de toute autre chose à quoi ils sont attribués véritablement ou fictivement. » Nous retrouvons le concept sur lequel j'avais discuté tout à l'heure, l'appropriation. On s'approprie ses propres actes, mais on peut les attribuer à un autre. Et on appellera personne un sujet d'attribution. Alors vous voyez que nous sommes entrés dans, subrepticement, on peut dire d'une façon furtive, dans l'artifice. Puisque la personne, c'est un masque, c'est un artifice, mais qui est fondé en nature. C'est donc l'artifice naturel. La personne, c'est l'artifice naturel. Je lis. Quand ils sont considérés comme les siens propres, les actes, on dit alors qu'il s'agit d'une personne
naturels, et quand ils sont considérés comme représentant les mots et les actions d'un autre, ils sont alors d'une personne fictive ou artificielle. Eh bien, nous avons donc toutes les conditions remplies pour la naissance d'un État, parce qu'il va naître d'un serment mutuel. Et donc, l'État, eh bien, un artifice, certes, mais un artifice rendu possible par, moi, ce que j'appellerais tout de même une grâce de la nature, le désir de la paix, la capacité de faire des contrats, la capacité de les tenir en prêtant serment, et enfin, de se considérer mutuellement les uns les autres comme des auteurs, comme donc des personnes artificielles, mais fondées en nature. Alors, je lis et je m'arrêterai ici la définition de la fameuse définition de l'État. C'est au paragraphe 17, et où je dirais que ça, c'est le modèle hobbésien de la reconnaissance. On se reconnaît mutuellement comme auteur. Je lis cela, c'est dans le milieu du paragraphe 17. Il s'agit d'une unité réelle, de tous en une seule et même personne, faite par convention de chacun avec chacun, de telle manière que c'est comme si chaque individu devait dire à tout individu, je cite, « J'autorise cet homme ou cette assemblée d'hommes et je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même à cette condition que tu lui abandonnes ton droit et autorises toutes ses actions de la même manière. » Cela fait la multitude. Ainsi unie en une personne une est appelée un État, en latin civitas. Telle est la génération de ce grand Léviathan, ou plutôt, pour parler avec plus de déférence, de ce Dieu mortel auquel nous devons, sous le Dieu immortel, notre paix et notre défense. Un texte d'une beauté, n'est-ce pas, d'une grandeur, que tous les philosophes, après ça, se mesurent à ce texte. Que ce soit Rousseau avec le contrat social, et puis Hegel. Alors, je relis, n'est-ce pas, ce texte qui est un texte là, chacun se défait du droit de tuer l'autre, mais à condition que l'autre en fasse autant. Et donc, la réciprocité dans le contrat et dans le serment fait que naît un grand artifice, c'est ce grand animal, le Léviathan. Je relis. « J'autorise cet homme ou cette assemblée d'hommes et je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même à cette condition que tu lui abandonnes aussi ton droit et autorises toutes ses actions de la même manière. » Alors, c'est ça ce qu'on a reproché à Hobbes, étant donné, c'est une capitulation. Chacun capitule à condition que l'autre capitule, mais nous avons donné le pouvoir total à quelqu'un qui va empêcher tout simplement que nous soyons tués les uns par les autres. Et alors, dans cette grande, comment on appelle ça, de sagesse ou folie, j'en sais rien, du désistement, de l'abandon, de la renonciation, on se livre à un prince. On lui donne tout de peur d'être tué. Et donc toute la philosophie politique est née de cette réponse de l'artifice à la peur de mourir. Alors, je voulais consacrer peut-être 20 minutes à la riposte avant Hegel, qui a été la riposte des penseurs du droit naturel. Vous avez remarqué, j'espère que vous avez remarqué, que dans le chapitre 14, lorsque il passe de l'idée d'état de nature à l'idée de loi de la nature, il dit « Ah, là, je m'occupe d'une chose, le droit naturel. » Je relis ce début. Le droit de nature
que les écrivains politiques appellent communément ius naturale, est la liberté que chacun a d'user de sa propre puissance comme il le veut pour la préservation de sa propre nature, autrement dit de sa propre vie. Alors, la question qui a été posée par les philosophes du droit de la nature, droit naturel, est-ce qu'il y a dans la condition la plus primitive de l'homme un élément moral qui rend possible le contrat, le serment et la grande convention du désistement en faveur de l'État. Et c'est donc le problème du sujet de droit. Alors ici, je voudrais faire une remarque sur l'histoire de la philosophie parce que c'est une partie tout à fait négligée dans l'histoire de la philosophie. En histoire de la philosophie, en Italie, comme en France, en Allemagne, quel est le trajet qu'on suit en sortant du Moyen-Âge? Bon, l'art des sens, d'accord, Pic d'Amirandol, c'est bien. Bon, mais on va droit à deux auteurs, Bacon, l'organon, et Descartes, discours de la méthode. Et c'est-à-dire directement à un sujet monologal. Or, il y a eu au XVIIe siècle une grande tradition d'un sujet dialogal, qui est le sujet de droit. Parce que le sujet de droit a toujours un autre sujet en face de lui. Pourquoi? Parce qu'il y a l'offense, le délit, le tort. C'est-à-dire la possibilité que l'homme fasse du mal à l'homme, que l'homme fasse tort à l'homme. Et c'est pourquoi il y a un problème de l'intersubjectivité lié au droit naturel, parce que le sujet de droit, c'est un sujet dans le conflit, dans l'adversité, qui a toujours le vis-à-vis d'un autre qui peut lui faire du mal, et qui est donc comme dans l'état de nature de Hobbes, qui est la menace. L'homme est une menace pour l'homme. C'est ça la présupposition du droit naturel. Et y a-t-il donc dans la constitution la plus primitive de l'homme une réplique à cette menace que nous sommes les uns pour les autres? C'était le problème posé par Grotius dans l'ouvrage qui a été tout à fait décisif pour notre histoire, De Jure Belli et Pacis, qui est de 1625, alors que le Léviathan de Hobbes est de 1645. Donc, Grotius écrit avant Hobbes. Alors, faites bien attention à la chronologie de tout ça, parce que Descartes écrit le discours de la méthode en 1637. Donc, Descartes écrit un peu avant Hobbes. Il écrit les méditations en 1641, encore avant Hobbes, mais Hobbes réplique aux méditations cartésiennes dans les fameuses troisième objections. C'est-à-dire que dans la publication que nous avons maintenant des méditations de Descartes, c'est l'habitude maintenant de publier en même temps les 6 méditations plus les 7 objections et les réponses. C'est-à-dire que nous avons un petit corpus dialogal autour de Descartes, mais dont Hobbes fait partie. C'est-à-dire que Hobbes est vraiment le vis-à-vis de Descartes. Mais il est le vis-à-vis de Descartes parce que, d'abord, Grotius l'a été avant lui. Je me suis trompé dans la date. Hobbes est de 1651, n'est-ce pas? Alors, je voudrais donner quelques citations de Grotius, parce que c'est là-dessus que je voudrais terminer.
le concept que Grotius a proposé est donc celui même que Hobbes rejette, c'est l'idée que la personne est une réalité tout à fait prévisible. Ce n'est pas un artifice, ce n'est pas un masque, c'est un être de nature qui rompt avec la nature. C'est donc une rupture dans l'état de nature qui est la rupture d'un être moral. Alors, je lis de Grotius la définition suivante de ce qu'il appelle la personne morale, moralis persona, qui est donc un concept aussi important que le cogito cartésien. Et je pense qu'il faut mettre en face du cogito cartésien la notion de moralis persona de Grotius. Voici le texte que je vous laisse, qui définit ce qu'il appelle la qualité morale. Qualitas moralis, la qualité morale de la personne. Je lis le texte avec l'accent français épouvantable du latin. Qualitas moralis personae est competens ad aliquid juste habendum vel agendum. Donc, c'est... alors, je propose la traduction qui a été faite récemment par un auteur français qui est le spécialiste de cette période-là, Zarka, qui a publié un livre l'an dernier, que j'ai eu la chance de pouvoir lire avant de venir ici, qui est intitulé « L'autre voie de la subjectivité ». C'est très intéressant comme titre. « L'autre voie de la subjectivité ». Publié chez Beauchesne en 2000, et en sous-titre « Ou de l'intersubjectivité juridique ». Oui, le concept juridique d'intersubjectivité. Et je crois que Domenico m'avait proposé ça l'autre jour, de dire que tout le problème de la reconnaissance a une racine juridique. Eh bien, la première racine juridique de la notion, c'est dans la notion de personne. Comme concept juridique, avant d'être un concept métaphysique, moral, etc. Alors, voici la traduction que propose Zarka. J'appelle donc qualitas moralis, donc qualité morale, cette compétence, attention, compétence, mot qui réapparaît aujourd'hui dans la philosophie du langage, compétence et performance. La compétence du langage, la performance du langage. Mais il y a d'abord une première compétence, c'est la compétence morale. Alors, c'est la compétence aliquid juste habendum, donc d'avoir quelque chose de façon juste. Aut vel agendum, ou de faire certaines choses de façon juste. Et donc, c'est la qualification juste d'un avoir ou d'un faire. Alors, réflexion. Qu'est-ce que c'est que cette compétence? Eh bien, définition, c'est la potestas, donc, que la liberté a sur elle-même ou sur autrui de faire de façon appropriée une certaine chose. Ius propriae ac stricto dictum habere habendum agendum. Donc, c'est la potestas, le pouvoir de faire ou d'agir de façon appropriée. Donc, qui convient à la préservation de la vie mutuelle. Il y a donc, ce serait, on peut dire, l'origine de l'idée de respect, de l'idée plus récente de respect. Et c'est donc le caractère, on peut dire, commutatif du juste dans sa distribution de l'action appropriée à la possibilité de vivre ensemble.
C'est donc la possibilité du voir vivre ensemble inscrite dans cette compétence au juste. Alors, tout le problème est de savoir quelle est la nature de cette qualité morale de la personne, que Grotius appelle le fondement de nature réelle à s'abstenir du vol du bien d'autrui, de la rupture de la parole, de la production des dommages, et enfin de la violation des trois règles, de l'abstention du bien d'autrui, de la violation de la parole ou de la violation de l'intégrité de l'autre, et donc l'obligation de réparer. Alors, donc je vais m'arrêter ici sur le problème de savoir quelle est la structure institutionnelle de cette qualitas moralis personae, de cette qualité morale de la personne, et c'est donc le problème que nous reprendrons demain, où j'essaierai de montrer comment, avec Fichte, l'idée que le soi ne cesse toujours de se dédoubler lui-même pour rendre possible justement la production du sujet de droit. Bon, mais le problème d'aujourd'hui, c'était vraiment le Léviathan. Oui, ben, moi je tiens en tout cas à vous remercier du fond du cœur pour ce parcours à travers le Léviathan. C'est un texte qui m'a toujours fasciné, et je pense vraiment que votre lecture à travers le problème de la reconnaissance ouvre des perspectives qui sont enthousiasmantes. Mais je pense qu'il y a énormément de questions. Moi personnellement j'en ai beaucoup. Je ne sais pas si dans le public il y en a. Mais ce qui moi, dès le début de la conférence, m'a laissé un peu surpris, c'est l'idée qu'au fond, l'état de nature est une éclipse du politique et qu'il présente d'étroites similitudes avec l'état de guerre. Alors, ça m'a surpris parce que l'intérêt de l'État pour Hobbes, selon votre lecture, c'est la possibilité d'être reconnu par une institution. Reconnu à travers une institution. À travers une institution. Alors peut-être pas aussi par une institution. Oui. Alors ça m'a surpris pour la raison suivante. Parce que quand on lit Arendt, et qu'on lit les commentaires d'Arendt sur le héros, moi ça m'a toujours donné l'impression que quelque part l'homme faisait des guerres pour avoir le moyen de devenir un héros et d'être reconnu. Et donc là, il y a une espèce de chose qui me surprend. Et la seule explication que je parviens à trouver, c'est qu'au fond, la guerre est quelque chose qu'on décide, alors que la reconnaissance à travers une institution, nous ne la décidons pas. C'est quelque chose sur lequel j'aimerais vous entendre, mais qui personnellement me... Mais il est certain que nous, contemporains, exactement, j'aime pas le mot moderne, nous lisons toujours maintenant le problème de la guerre à partir de la rupture d'un état avancé de droit. Et donc, c'est l'idée du danger extrême. Le danger extrême d'une communauté où le droit reconnu d'autodéfense de chacun dans la menace à sa propre vie est transféré à la communauté. Lorsque la communauté à laquelle nous appartenons est dans le même état de détresse et de menace que nous-mêmes à l'égard d'une agression. Et alors, de ce point de vue-là, le droit de la guerre, c'est un droit. Ce n'est pas un État. Et la présupposition de Hobbes, c'est que, avant d'être un droit parallèle au droit de la paix, mais corrélatif au droit de la paix, la précéderait. Mais alors, je n'ai pas trouvé de commentaire qui souligne le mot paix dans ce chapitre 13. Car, donc je ne l'ai pas inventé, le mot paix est vraiment, c'est la présupposition la plus enfouie du texte.
Je relis ce passage. Il part du mauvais temps. Comme il dit, le malheur, c'est comme le mauvais temps. Il nous arrive, bon, c'est une catastrophe, mais c'est parce que il y a le beau temps. Bon, il n'y a pas de mauvais temps s'il n'y a pas de beau temps. Car de même que la nature du mauvais temps ne consiste pas en une ou deux averses, mais dans une tendance au mauvais temps qui s'étale sur plusieurs jours, de même, en ce qui concerne la nature de la guerre, celle-ci ne consiste pas en une bataille effective, mais en la disposition reconnue au combat pendant tout le temps qu'il n'y a pas d'assurance du contraire. Tout autre temps est la paix. Donc c'est le mot temps. Et moi je suis très troublé par ce mot temps. Quelle est la place du temps dans cette affaire-là? Dans tout ce qui précède, on trouve dans la nature humaine trois causes principales de conflit: la compétition, la défiance et la gloire. On n'a pas introduit le mot temps. Et puis tout d'un coup, on nous dit ceci. Il est manifeste que pendant ce temps où les hommes vivent sans qu'une puissance commune ne leur impose à tous un respect mêlé d'effroi, leur condition est ce qu'on appelle la guerre. Donc, l'introduction du mot guerre est liée à l'introduction du mot temps. C'est du mauvais temps. Et celle-ci est telle qu'elle est une guerre de chacun contre chacun. C'est le seul endroit où Hobbes emploie le mot de guerre de chacun contre chacun. Le chacun, c'est donc un distributif. Il n'y a ni boîte, ni toi, il y a chacun. Mais il y a le temps. En effet, la guerre ne consiste pas seulement dans la bataille ou dans l'acte de combattre, mais dans cet espace de temps pendant lequel la volonté d'en découvrir par un combat est suffisamment connue. Et donc, la notion de temps doit être prise en compte dans la nature de la guerre, comme c'est le cas dans la nature du temps qu'il fait. Alors, est-ce que c'est un sophisme linguistique? Parce qu'il se trouve qu'en latin, c'est le même mot, tempora, pour dire le mauvais temps, et parce que ça marche plus que l'anglais moderne, c'est weather, mais ça marche en italien, en français, est-ce qu'en allemand, je ne sais pas, le temps qui... Le temps qu'il fait, c'est Wetter. Ah, le temps qu'il fait. Ouais. Et en français non plus. Et alors, en allemand, autant que je sache, tempus, c'est aussi les temps du verbe. Il y a le grand livre de Weinrich, Tempus, sur le passé, le présent, le futur. Tempus. Oui, mais la différence, il est comme en anglais, entre weather and time. Oui. Better and time. Moi, je trouve ça très intriguant. Moi, je trouve ça très intriguant. On a difficile à concevoir qu'on puisse déclarer la guerre. Parce que dans la vision de Hobbes, on est en permanence dans la guerre. C'est l'état normal de l'être humain. C'est un peu par un petit miracle que la paix arrive. Oui, oui. Et en plus, il décrit l'état de guerre par un régime de passion. On est sous le régime de la passion. C'est pas l'action qui détermine la guerre. Moi, je trouve ça très, très... Ah oui, mais c'est quand même... C'est des passions actives, parce qu'il faut éliminer les autres. Mais moi, je vous livre ce qui reste tout à fait ma grande inquiétude dans tout ça. D'où vient le fait que l'homme a peur de l'homme? Est-ce qu'il y a là quelque chose d'absolument primitif? Parce que Hobbes s'est donné le droit de définir l'homme par cet état-là, à condition de faire une hypothèse supplémentaire qui est la rareté. Alors là, les économistes nous diront qu'effectivement, la rareté est la condition naturelle des
de la compétitivité entre tous. Il n'y a pas du charbon pour tout le monde, il n'y a pas du pétrole pour toujours. Alors, les énergies absolument renouvelables, c'est le soleil, je sais pas, mais toute l'économie repose sur la rareté. Alors, quelle est la conjonction entre rareté et haine? Je relis cette page. L'égalité des aptitudes engendre l'égalité dans l'espérance que nous avons de parvenir à nos fins. Et donc, si deux humains désirent la même chose, dont ils ne peuvent cependant jouir l'un et l'autre, ils deviennent ennemis, et pour parvenir à leur fin, ils s'efforcent de s'éliminer ou de s'assujettir l'un à l'autre. Donc, désirer la même chose, supposé rare, dont ils ne peuvent cependant jouir l'un et l'autre, parce que l'hypothèse où il n'y aurait pas du tout la guerre, ce serait ce qu'on a appelé la prise au tas. Il y a tellement de choses que tout le monde peut en prendre sans que... Mais on est toujours dans la rareté de l'avoir. Alors, est-ce que c'est la condition fortuite, ou est-ce qu'il y a là quelque chose d'irréductible, que l'être humain est dans la compétition autour de la rareté? Et pourquoi ne pas présupposer que l'homme a de la sympathie pour l'homme? Et c'est, à mon sens, l'hypothèse du droit naturel. Et ce sera l'hypothèse de Rousseau, qui a ce qu'il appelle la pitié. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que la pitié essentiellement? C'est que nous n'admettons pas de voir souffrir. Nous ne supportons pas de voir souffrir. Et là, l'homme primitif de Hobbes ne souffre pas de voir souffrir. Il fait souffrir, purement simplement. Il ne souffre pas de faire souffrir. Oui, c'est un peu la troisième voie qui serait celle de Nicolas, que vous avez cité tout à l'heure, c'est-à-dire la violence présuppose le visage. La guerre présuppose la reconnaissance d'autrui comme autrui. Oui, il y a un élément de reconnaissance qu'il est mon adversaire. Pas seulement mon adversaire, mais celui à qui je peux porter atteinte, à qui je peux... C'est-à-dire que l'adversité, c'est une altérité. Oui, vous avez dit tout à l'heure, le visage, c'est ce qui peut s'utiliser. C'est exactement cette logique-là que Lévinas, que moi, dans mon qualité infinie, détaille et décrit en disant la guerre, en fin de compte, présuppose que l'autrui soit reconnu comme le visage qu'on peut blesser. Alors, ce n'est pas la reconnaissance d'autrui en tant que citoyen, en tant que sujet responsable, c'est la reconnaissance d'autrui, c'est une reconnaissance implicite d'autrui en tant que sujet sensible. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas chez Hobbes une sorte de reconnaissance qui précède tout? C'est-à-dire que je reconnais que nous sommes tous, nous avons les mêmes aptitudes, ce qu'il appelle l'égalité d'aptitudes. Et donc, l'homme est mon semblable. Chez Hobbes, oui. Ah, il est mon semblable dans le désir des choses rares. Comme moi, tu veux la même chose que moi. Mais comme moi. Donc, il y a la possibilité de dire l'homme mon semblable. Ça se retrouve à l'état de nature dans une autre dimension, c'est le fait qu'il faut bien que la personne soit reconnue, capable de faire un serment. Donc, il y a une dimension de reconnaissance qui est présente déjà à ce niveau-là aussi. À partir du moment où on accepte que la personne est capable de faire un serment et donc d'avoir des... C'est une forme de reconnaissance. Au fondement de la capacité de faire un contrat. Alors, comme nous verrons demain, Hegel, lui, il tranche. Nous savons déjà que nous sommes libres. Mais on l'a su depuis toujours, et alors le problème, c'est de le réaliser. Et donc, sur le chemin de la réalisation, il y aura
tout ce qu'il faut, des institutions, mais on se donne le présupposé absolu de, à mon sens, de ce que Grotius appelait la qualitas moralis personae. Qu'il y a dès le début, et comme vous avez dû remarquer, l'idée de personne est introduite subrepticement après l'état de nature et avec la notion de loi de nature, et après la notion de loi de nature, avec l'idée d'être l'auteur d'un grand artifice. Bon, je laisse la parole à vous la distribuer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que est-ce que la personne se reconnaît à elle-même le droit d'être un auteur, ou est-ce que c'est l'ensemble de la communauté qui lui reconnaît ce droit? Ben, comme il n'y a pas de communauté, là, il n'y a pas encore de communauté, alors qui fait quoi? C'est problématique parce que c'est ça qui permet de nouer des contrats et de fonder la communauté. Alors, il n'y a pas de communauté, hein. Il y a des gens, un à un, un à un, un à un. On est dans le distributif absolu. Alors, oui, j'ai peut-être été très vite dans les fameuses lois de la nature, parce qu'il y a des lois, mais écoutez, c'est des lois de bienveillance, quand même. Sans ça, on n'en sortirait jamais. Il se donne beaucoup de choses de bon, Hobbes, finalement. Voilà, je lis. De même que la justice dépend d'une convention antérieure, de même la gratitude dépend d'une grâce antérieure, autrement dit d'un don gratuit antérieur. Telle est la quatrième loi de nature. On peut la concevoir sous la forme suivante. Celui qui bénéficie d'une simple grâce de la part de quelqu'un s'efforce, par que ce dernier n'ait pas de motif raisonnable de se repentir de sa bonne volonté. C'est-à-dire, on se donne la gratitude. Un cinquième loi de nature est la bienveillance. Autrement dit, que chacun se force d'être accommodant avec les autres. Une sixième loi de la nature, le pardon. Moi, je suis très étonné qu'on ne lit pas ça. Dans les discussions, on saute directement de l'état de nature au Léviathan. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans... Mais moi, vous voyez, je vous laisse un petit peu cette question. Est-ce que la peur de l'autre, la peur d'être tué par l'autre est la seule compétence qui nous définit comme hommes? Moi, je ne connais pas assez alors les arrière-plans théologiques de Hobbes, parce qu'on pourrait dire, mais au fond, c'est un commentaire du péché originel. Mais il n'y a pas d'état de création. Ou tout au moins, l'état de création, c'est que l'homme veut vivre, il veut se conserver. Mais, alors, moi je conçois Hobbes comme celui qui dit, mais la chute et la création, c'est la même chose. Puisque dès que je regarde l'homme, avant qu'il y ait un état, il veut tuer l'autre homme. C'est-à-dire que dans l'état de création, il y a déjà Abel et Caïn. Au fond, Abel et Caïn, c'est l'histoire de la création. C'est pas Adam et Ève. On pourrait dire Adam et Ève, c'est tout de suite Abel et Caïn. Alors, là, quand même, la grande force, à mon sens, qu'a été le judaïsme, puis le christianisme, c'est de dire, mais aussi méchant que soit l'homme, d'une certaine façon, il est créé bon. Et que si on ne présuppose pas une sorte de bonté originaire, on ne sortira jamais de l'état de guerre. Mais Hobbes s'est donné en quelque sorte le droit d'en sortir avec le contrat. Oui, puisque vous avez fait le
parallèle avec Descartes. Il y a quelques années, Stephen Tumming avait publié un livre qui s'intitule Cosmopolis, et où il a cherché donc de situer Descartes et l'œuvre de Descartes dans le contexte du début du XVIIe siècle, c'est-à-dire dans un contexte où on sort des guerres de religion et où les monarchies sont très vacillantes et où l'Europe est encore une fois en gestation politique. Donc il dit que Descartes construit son système à partir d'une évidence qui veut être sûre et certaine, voire absolue, pour donner un fondement absolu dans un temps très incertain. C'est un peu ça l'idée de Tumming. De qui? De Stephen Tumming. Ah oui. Et je me pose la question, est-ce que Hobbes n'aurait pas voulu prouver par le pire, Oui. par l'excès, la nécessité de l'État? C'est-à-dire, l'idée de Kant, même un peu de diable aurait besoin de l'État, même si on va à l'extrême, au plus bas fond de l'humanité, avec Cromwell et les guerres de religion, etc., est-ce qu'on n'aurait pas là une raison philosophique pour défendre l'État? Alors, ce qui, moi, me trouble, en revenant à Descartes à partir de Hobbes, pourquoi n'y a-t-il pas de philosophie juridique chez Descartes? Il y a un sujet épistémologique. Dans le traité des passions, à partir au fond de la 6e méditation, il y a l'homme, ce qu'il appelle l'homme, qui a un corps. Et il n'y a un corps que dans la 5e méditation. Il faut attendre la 5e méditation pour qu'il y ait un corps. Parce qu'il y a ici quelqu'un qui travaille sur le corps. Le corps arrive bien tard chez Descartes, 5e méditation. Mais 6e méditation, l'homme est un être corporel. Oui, il a des passions, mais il n'a pas de politique, il n'a pas d'État. Alors, alors que Leibniz, moi j'ai pas eu le temps de parler de Leibniz, qui est un chaînon tout à fait important dans cette affaire-là, parce que Leibniz a apporté une idée qui manque chez Hobbes, c'est l'idée de perspective. Si je dis que moi j'ai une perspective sur le monde, exactement comme une ville où que chacun voit de son côté. Mais je sais qu'il y a une ville. Et je sais que l'autre voit un autre côté des choses. Si je tiens ce livre comme ça, je sais que moi, je vois ce côté-là, mais que vous voyez l'autre. C'est-à-dire que je ne cesse d'ajuster ma perspective à la vôtre pour dire qu'il y a un livre. Et l'objet, ce que j'appelle un objet, c'est la chose qui peut être vue par les autres d'un autre point de vue. Alors, Leibniz donne tout de suite une implication juridique, parce que je suis capable de voir les choses d'un autre point de vue que le mien. C'est ce qu'il appelle se mettre à la place d'eux. La capacité de me mettre à votre place, mais c'est ça le droit finalement. Voir les choses de votre point de vue au lieu de voir de mon point de vue à moi. C'est aussi bête que ça. Alors, l'idée que l'autre désire la même chose que moi, j'ai déjà pris le point de vue de l'autre. Puisque je suppose que vous voulez la même chose que moi. Donc, je suis sorti de ma perspective. Et j'en suis toujours sorti, puisque je sais que vous voulez la même chose que moi. Donc, je sais que nous voyons le monde de plusieurs côtés différents. Alors, j'avais là un très beau texte Leibniz, je vais peut-être finir là-dessus d'ailleurs, que j'ai trouvé d'ailleurs dans Zarka. Et il aime beaucoup citer ce texte de Leibniz. Ah, mais j'ai perdu mes notes, moi. Zarka. Il y a tellement de papier. Ah oui. Voilà, c'est dans les Nouveaux Essais. Les Nouveaux Essais, qui est donc une réplique à Locke. À 2,25. Il nous faut ajouter le point de vue d'autrui à la définition de soi. Ajouter le point de vue d'autrui à la définition de soi. Il s'est posé le problème d'une façon tout à fait simple. Quand Locke dit, mais si la mémoire s'interrompt,
la personne s'interrompt. Alors il dit, mais quand je dors, je ne crois pas que le monde s'arrête. Il dit, pourquoi? Parce que je sais qu'il y en a d'autres qui veillent. C'est-à-dire que je suis obligé d'ajouter mon point de vue, c'est-à-dire votre conscience qui veille remplit les intervalles de ma conscience à moi. Alors c'est dit, le témoignage des autres pourrait remplir le rôle de ma réminiscence. Nouveaux Essais 27.2. On ne pourrait penser sans le témoignage. Donc, le témoignage de l'autre, c'est l'attestation de sa perspective distincte de la mienne. Comme j'ai gardé mes droits, sans qu'ils soient méconnus, de me partager en deux personnes et de me faire héritier de moi-même. C'est absolument stupéfiant. Je suis l'héritier de moi-même parce qu'il y a un autre qui me reconnaît le droit d'être mon successeur, mais parce qu'il a une perspective sur moi qui n'est pas la mienne. J'ai lu un commentaire de Martine de Godemar, un très beau livre sur Leibniz, de la puissance au sujet. Voilà. La personne tient à son être reconnu, c'est-à-dire à sa place dans le témoignage d'autrui. À sa place dans le témoignage d'autrui. C'est l'autre qui atteste que quand je dors, je ne suis pas mort et que j'ai encore une conscience. Bon, on va s'arrêter là peut-être. Merci beaucoup.